Qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, professeur Omar Faye. Vous êtes professeur de parasitologie et mycologie. Vous êtes également ancien directeur de la santé, ancien directeur de la prévention individuelle et collective, ancien chef de la division de la surveillance épidémiologique, ancien chef du service national de l'éducation pour la santé, ancien chef du service national des grandes endémies. Bonjour, monsieur l'ancien chef. Bonjour, Binta. Nous recevons également Dr Falilouba, enseignant-chercheur à l'ESEA, ex-ENEA, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste en communication de changement d'attitude et de comportement. Vous êtes également lauréat du meilleur prix Recherche 2019 en France avec une thèse de 1500 pages sur la communication en faveur de la protection des enfants. Merci, Dr Falilouba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Binta. Merci à tout le monde. L'actualité, c'est bien entendu la COVID-19. C'est le nombre de morts surtout qui impressionne. Professeur Faye, 163 morts ce samedi. Et le nombre ne cesse de croître dans un contexte où le président de la République a d'ailleurs levé toutes les restrictions, ou presque. Professeur Faye, est-ce que c'est cela, vivre avec le virus ? Merci, Binta. Je voudrais d'abord dire bonjour à mon co-débatteur, M. Ba. Je voudrais aussi présenter mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un proche dans cette COVID-19 et souhaiter que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Oui. Ceci dit, je voudrais aussi remercier, féliciter, encourager tout le personnel qui est en première ligne et qui aujourd'hui est exposé au risque. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnel médical qui commence à être infecté. Et donc, je voudrais les encourager. Et ceci me pousse à, un mot qui est humilité, parce qu'ils font face à quand même une affection qui est très difficile, très complexe, inédite, avec des inconnus massifs, transverses, et qui remettent en question les plans tout faits. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité épidémiologique qui s'impose à nous. Ce que nous avons, c'est qu'on a une épidémie qui est active, avec une circulation du virus aussi qui est active. Ce que nous constatons, j'ai toujours l'habitude de comparer cette épidémie à un réacteur avec le virus qui serait le combustible, avec 3 forces motrices essentielles, n'est-ce pas, qui font fonctionner cette épidémie. Nous avons la contagiosité. On sait que c'est une épidémie, c'est un virus qui est très contagieux, ce qui fait qu'il y a une propagation très importante. Ensuite, nous avons les porteurs asymptomatiques, qui constituent un élément essentiel en matière d'épidémiologie. Et ensuite, nous avons le contexte socioculturel, notamment à Dakar, avec la sociabilité, la promiscuité, la pauvreté, la mobilité. Tout ceci favorise une dynamique communautaire qui est souterraine, qui est là, mais un fonctionnement qui est certain, et nous avons de temps en temps l'extériorisation de cette dynamique à travers ce qu'on appelle les cas communautaires. Maintenant, nous avons donc une épidémie qui est active et on a un degré supplémentaire en ce qui concerne l'échelle des risques. Nous avons corrélativement une augmentation des cas et nous avons surtout une surchauffe au niveau des services de réanimation qui est perceptible. Et nous allons vers une saturation. Les cas graves. Les cas graves. Il va y avoir une saturation au niveau des systèmes de réanimation. Nous en sommes à 48 cas aujourd'hui. C'est surtout ça qui me semble l'élément fondamental, n'est-ce pas, qui est là et qui n'est pas reflété par les chiffres qu'on nous donne. Je pense que d'ailleurs, véritablement, pour se dire la vérité, la situation est beaucoup plus grave que ce que fait apparaître les chiffres là. Mais qu'est-ce qu'il explique, docteur ? Pourquoi on devrait aujourd'hui nous cacher les chiffres? Non, on ne le cache pas. Oui. Pourquoi on ne le dit pas? Non, on ne le cache pas. Je voudrais d'ailleurs... Ou bien c'est la bonne stratégie? Non. Ce que je veux dire, c'est que... D'ailleurs, c'est des questions, moi, que j'ai toujours posées. Oui. Une épidémie comme celle-là, avec un nombre important de porteurs asymptomatiques, on ne peut pas, sur la base des sujets testés positifs, des sujets qui présentent des signes, ceux qui sont testés positifs, et sur la base des sujets positifs contacts, on ne peut pas sur cette base-là évaluer l'ampleur de l'épidémie. Ce qui se passe en réalité, on ne connaît pas l'ampleur de l'épidémie. D'ailleurs, nous avons une courbe qui varie entre 9 et 10 et quelques pourcents. C'est aujourd'hui 16,93. la première fois, je crois. Oui, c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois qu'on l'a. Et donc, nous avons la tranquillité de cette courbe qui s'oppose à justement la saturation qu'il y a au niveau
de notre système de réanimation. Ça veut dire que ce chiffre-là ne reflète pas la dynamique réelle de l'épidémie. Et ça, je pense que ce sera une question qu'il faudra élucider. Nous ne connaissons pas l'ampleur de l'épidémie. Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est une épidémie qui est active, qui avance, qui progresse. Et malheureusement, nous adaptons, nous réajustons, nous reculons. C'est l'évidence. Il faudra prendre des mesures. Oui. La dernière fois, j'ai entendu un réajustement par rapport aux stratégies qui ont été prises, notamment le fait de mettre le focus sur les personnes à risque et les personnes âgées. Oui. Je pense que plus que jamais, il faut prendre des mesures radicales si on ne veut pas aller vers des problèmes majeurs en ce qui concerne notamment les décès au niveau des systèmes. Et nous allons revenir bien entendu sur ces mesures radicales qu'il va falloir prendre. Docteur Falilou Ba, que faut-il comprendre de cette nouvelle situation? Les Sénégalais à qui l'on a demandé de vivre avec le virus, les Sénégalais qui chaque 10 heures sont obligés d'être scotchés pour le bilan du jour. À l'arrivée 4 mois après, on a vu la situation. Aujourd'hui, est-ce que quelque chose a cloché au niveau de la stratégie communicationnelle autour de la COVID-19? Merci beaucoup Binta. Donc je remercie en fait tous vos auditeurs. Je remercie le professeur Faye avec qui j'ai l'honneur de partager ce plateau. Je dois dire en réalité que au regard et quand on entend des spécialistes comme le professeur Faye vient de le dire, ça nous renforce et nous conforte dans l'idée que cette maladie-là se gagnera résolument sur la communication, la prévention et la sensibilisation. Parce que, comme il vient de le dire, c'est en réalité une maladie qu'on ne maîtrise pas, qui est méconnue sur le plan médical. Donc, le focus doit être mis sur la communication de changement de comportement. Mais c'est ce qui a été fait jusqu'à ce jour, non? Mais effectivement, en fait, c'est ce qu'on nous dit avoir fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je dois vous dire, je dois rappeler que la communication de changement de comportement ne se décrète pas. Ce n'est pas parce que je dis que je fais de la communication de changement de comportement que je suis en train de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette communication de changement de comportement n'est pas un postulat qu'on pose. C'est des résultats. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, si on mobilise nos forces pour passer devant les radios, aller mettre en place, confectionner des affiches dans lesquelles on va diffuser des messages selon lesquels il faudra adopter des gestes barrières. Il faudra faire la distanciation physique. Et tous ces messages-là qui sont diffusés, à l'arrivée, on se rend compte que les destinataires, les populations que nous sommes, ne sont pas en train d'adopter les comportements qui sont édictés. Ce qu'on a fait, ce n'est pas de la communication de changement de comportement. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est de la communication de changement d'attitude. La différence, elle est forte et elle est majeure. C'est quoi la différence? C'est à ce niveau-là que nous pêchons, nos experts en communication pêchent jusqu'à présent. En fait, la communication de changement d'attitude, c'est quand nous mettons l'accent et l'effort sur l'explication de la maladie, sur la démonstration, sur la justification de la maladie. Qu'est-ce qu'on nous dit depuis le début? On nous dit que cette maladie-là, voilà les signes qui font qu'on peut savoir qu'on est touché par la maladie. On nous dit, voilà les gestes barrières qu'il faudra adopter. Et qu'est-ce que ça crée chez les individus? C'est qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des Sénégalais arrivent à vous expliquer, je dis bien, arrivent à vous dire, à vous répéter, à vous réciter les gestes barrières. Or, réciter les gestes barrières, ce n'est pas la finalité de la communication de changement de comportement. Réciter ça, ça ne veut pas dire faire. Or, c'est adopté. C'est quand on est en train maintenant de faire une communication où la finalité, c'est de permettre aux populations de comprendre, alors nous sommes dans le changement d'attitude. Pour ce qui est du changement de comportement, et je pèse mes mots, c'est quand on fait une communication, au final, on a clairement perçu et vu des gestes attendus qui sont adoptés. C'est quand les Sénégalais se mettront à porter systématiquement les masques, à se laver les mains et à adopter la distanciation physique, c'est en ce moment-là qu'on aura fait de la communication de changement de comportement. D'ailleurs, aujourd'hui, les spécialistes que nous sommes ne parlent plus de changement de comportement, on parle de changement en acte. C'est que tant que l'individu ne pose pas des actions concrètes, tant que la population ne va pas se mettre à adopter les gestes voulus, ce qu'on fait, c'est de la communication
de changement d'attitude, c'est que les gens comprennent, les gens savent, mais on ne fait pas de communication de changement de comportement parce que les gens ne posent pas des actes. Donc, il n'y a pas de relation mécanique entre savoir et faire. Aujourd'hui, tous les Sénégalais à peu près savent ce qu'il faut faire. Mais la bataille, c'est les amener à faire, poser des actes. Or, la communication qui est en train d'être déroulée n'est pas dans cette dynamique. Je le dis et je le redis. Est-ce que cela veut dire, professeur Faye, qu'on a communiqué pendant 4 mois pour rien du tout? Sommes-nous dans une impasse stratégique? Oui. Bon, moi, je voudrais quand même éviter l'écueil praticiste, enfin l'écueil qui consiste à penser quand même que de seule lame, on peut trancher un problème d'une complexité multidimensionnelle. Je pense qu'il y a des gens qui sont très compétents au niveau du ministère de la Santé et qui connaissent le travail. En fait, personne n'a une solution miracle, voilà qu'on mettrait là. Ceci dit, vous avez tout à l'heure parlé aussi de vivre avec le virus. Moi, je voudrais aussi savoir quel est le seuil tolérable en ce qui concerne cette coexistence avec le virus. C'est-à-dire à partir de quel seuil nous penserons qu'il n'est pas possible de vivre avec ce virus. Aujourd'hui, nous sommes à 16%. Et si demain on est à 30%, après demain à 35%, quel est le seuil qui sera défini par rapport à ça? Ça me semble être quand même une question tout à fait importante. Maintenant, par rapport à la communication, je parle sous le spécialiste. Je pense que une épidémie, le meilleur ami de l'épidémie, c'est le temps. C'est le temps et la pauvreté. La conscience sanitaire nationale perd des forces à chaque fois qu'on passe de l'urgence à la durée et à chaque fois qu'on passe de l'angoisse à la raison. Il y a un certain nombre d'éléments, disons les stratégies qui sont développées, interrogent un champ qui échappe à l'intentionnalité humaine dans sa confrontation avec l'incertain. Il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais exposer. C'est d'abord, la santé est une réalité qui est éminemment variable. Et les différents groupes sociaux ne valorisent pas les mêmes éléments de la vie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, la prévention, c'est-à-dire toutes ces mesures barrières, s'adresse à des personnes en bonne santé, totalement différentes de la relation médecin-malade, caractérisée par un contrat d'obligation face à un état pathologique exprimé. Et le troisième élément, c'est que certains comportements s'expliquent par le fait qu'il y a dans notre culture des éléments de la bonne fortune qui expliquent que certains pensent que le malheur est toujours improbable. Donc ce qui fait que aucune pratique en matière de prévention n'est unidimensionnelle. Chacune relève de lectures multiples et tout changement doit se faire au prix d'une dynamique complexe engageant ce qu'on appelle des logiques économiques, sociales, culturelles, qui ne peuvent d'ailleurs être comprises en s'arrêtant au seul niveau des individus, mais qui doivent être replacées au sein du cadre communautaire dans lequel elles prennent tout leur sens. Donc il faut prendre en compte les modèles conceptuels qui sous-tendent les pensées médicales des populations sénégalaises. Ces modèles conceptuels sont, disons, les stratégies adaptatives qu'on développe lorsqu'il y a une épidémie. Donc ceci me semble tout à fait important. Donc il s'agit d'un problème d'une complexité multidimensionnelle qu'il faut donner aux spécialistes qui vont l'étudier pour développer les stratégies qui peuvent être adaptées par rapport à cela. Voilà. Donc le temps va jouer en faveur de l'épidémie. Il va y avoir un relâchement en ce qui concerne ces mesures barrières. Voilà. Et surtout aussi, un troisième élément qui me semble important, c'est la confrontation entre les logiques économiques et les logiques médicales. Donc à chaque fois, il faudra croiser ces deux logiques, c'est ce que le chef de l'État fait. Le chef de l'État a un tableau de bord que personne n'a. Donc les bonnes décisions qu'il prend sont forcément bonnes. Nous, on ne peut parler que sur le plan de la rationalité médicale. Mais sur le plan de cette rationalité médicale, si véritablement on se base sur la rationalité médicale stricte, on peut dire qu'aujourd'hui, la menace est très importante. Elle est vraiment très importante. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. En tout cas, docteur Falilou Ba, au début de l'épidémie, les Sénégalais s'étaient approprié le combat en s'autoconfinant. On l'avait vu en respectant les mesures barrières, le port du masque, la distanciation physique, mais ça n'a duré que le temps d'une rose. Et est-ce que c'est parce que la communication de persuasion a une durée de vie, ou alors est-ce qu'il y a des personnes ressources
ressources pour faire cette communication. Mais effectivement, en réalité, je dois dire, Binta, que ce que vous dites, c'est parfaitement vrai. Et ça montre en réalité qu'il y a en fait une mauvaise appréciation en fait des stratégies qui sont déroulées. Ce qu'on a fait au départ, c'était purement et simplement de la communication de stratégie externe. C'est-à-dire, si vous voyez bien, pendant les premiers mois, le président de la République avait édicté des règles. Oui. Et ces règles-là, elles étaient opposables à toute personne qui les enfreignait. C'est-à-dire, on était en fait dans le champ de la sanction. C'est-à-dire, en ce moment-là, quelqu'un qui ne portait pas de masque se voyait opposer en fait une sanction. Quelqu'un en réalité qui se mettait dans des rassemblements se voyait opposer. Et ça, c'est en réalité ce qu'on appelle des stratégies externes. Alors, qu'est-ce que c'est que les stratégies externes? C'est que l'individu est mis en fait devant le fait accompli et on lui oppose à travers en réalité des sanctions. Mais cela a certes des forces, mais a ses limites, comme vous venez bien de le dire. Oui. Quelles sont ces forces? Ces forces, c'est que tant que, en réalité, les éléments de sanction sont là, alors l'individu va se soumettre à ces sanctions. Oui. Par obligation. Par obligation. Oui. Or, on a vu que dès les premiers jours, le couvre-feu a été plus ou moins respecté parce que les policiers étaient sur le terrain. Le respect des voyages interurbains, c'était plus ou moins respecté, malgré des impairs, mais parce que les policiers veillaient au grain. Il y avait la persuasion. Il y avait, mieux que la persuasion, il y avait la sanction. Oui. Et au fur et à mesure, et c'est ça la limite de la stratégie externe, c'est que la stratégie externe pêche par pérennisation. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, surtout dans des pays comme le nôtre, parce que nous n'avons pas les moyens de cette politique. Je vous dis simplement quelque chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à mettre derrière chaque Sénégalais un policier pour veiller à ce qu'il porte le masque, pour veiller à ce qu'il ne fasse pas de rassemblement, pour veiller à ce que... Ça, c'est difficile de le faire parce que nous n'avons pas suffisamment de policiers. D'ailleurs, quand vous regardez à cette époque-là, mais pendant presque 2 mois, les policiers ont fini, les forces de l'ordre ont fini par lâcher. Oui. Ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi cette forme de stratégie-là, elle n'est bonne que pendant le temps court et pendant le moment où les éléments de sanction sont présents. Mais donc, il y a une durée de vie. Oui, mais dès l'instant que les gens sont fatigués, que les sanctions ne suivent plus, que les individus qui sont en mesure de veiller à l'application ne sont pas suffisants, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retomber dans nos travers. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, à mon avis, cette forme de stratégie-là n'est pas adaptée à notre pays. Ça aurait été dans des pays où les gens sont forts, sont riches, ont des moyens, on pourrait y penser. Mais ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi, moi, je propose qu'on aille dans une stratégie de communication adaptée à nos réalités, à nos cultures. Parce que ça aura 2 effets. Ça amènera l'individu à poser les actes attendus et ça va également permettre à l'individu de s'inscrire dans la durée. Mais quelle est cette communication-là? Ah, mais très bien, Binta. Oui. Cette communication-là, moi je l'appelle une communication articulée autour de l'engagement. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons faire une communication où nous allons mettre en réalité les éléments pour amener l'individu à prendre un engagement libre et souverain d'adopter les comportements attendus. Et ça, c'est un protocole que aujourd'hui, on est en train de faire aux États-Unis, en France, et moi que j'ai expérimenté ici au Sénégal avec ma thèse, et qui marche. Ça marche pourquoi? Parce que c'est la base, le soubassement, c'est notre religion et notre culture. C'est l'engagement. Binta, si nous parvenons à travers le dispositif communautaire que nous avons, et qui est un bon dispositif communautaire, à former les acteurs communautaires, jusqu'à ce que ces acteurs-là puissent aller chez les populations, discuter avec eux, mettre en place des stratégies d'influence qui amènent l'individu, écoutez bien, à prendre un engagement devant un public composé de ses voisins, de ses amis, de ses parents, dans la place publique. Je vous assure que l'individu aura du mal, parce que nous sommes au Sénégal et nous sommes liés à la parole publique donnée. Nous sommes liés à notre engagement. Si l'individu arrive à ce niveau-là, je ne dis pas tout le monde va le faire, mais la plupart des gens, non seulement vont adopter les engagements qu'ils ont pris, mais mieux que ça,
sans pour autant qu'on les surveille, sans pour autant qu'on les contrôle, parce que l'individu a pris souverainement, librement et à l'intérieur de lui-même la décision d'adopter les gestes barrières. Oui. Et en ce moment, il le fera, mais il le fera dans le temps. Oui. Et c'est ça le défi. L'engagement communautaire. Est-ce que cela veut dire, docteur Ba, que ce qui est en train de se faire chaque 10 heures est caduque, qu'il faut laisser tomber? Oui. Non, ça, on peut continuer à le faire, parce que ça aussi, c'est notre forme de communication. Et c'est une autre forme de communication qui peut être, en fait, articulée autour d'un autre défi qu'on a. Parce que, Binta, aujourd'hui, le premier défi, nous avons 3 défis. Nous avons le premier défi, c'est amener les Sénégalais à croire en l'existence de la maladie. C'est ça. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est amener le Sénégalais à comprendre la maladie. Et le troisième défi, c'est amener le Sénégalais à poser les actes attendus. Donc, nous avons 3 défis. Le premier défi, c'est là où on pêche encore davantage aujourd'hui, c'est que les Sénégalais ne croient pas ou ne croient plus en l'existence de la maladie. Or, là aussi, malgré le nombre de morts, il y a une communication qui est adaptée. Et cette communication repose sur le dispositif communautaire. Vous savez, qu'est-ce qu'on a raté en ce moment-là? Je l'ai appelé, c'est ce qu'on appelle une communication où on amène la population sénégalaise, en tout cas les réfractaires ou les gens qui ont une défiance, à toucher la maladie. Toucher. Nous l'appelons une communication articulée sur les croyances empiriques. Toutes les sciences ont montré que si vous voulez qu'un individu qui doute d'une cause sociale, vous voulez l'amener à accepter cela, mais il faut le confronter à la maladie. Oui. En quoi faisant? Aujourd'hui, on vient de déclarer plus de 4700 personnes qui sont guéries. Oui. Mais 4870. Où sont ces gens-là? Oui. Pourquoi on ne les met pas en avant? Pourquoi on ne leur donne pas la parole? Je dis bien, si on parvient à donner la parole à des personnes qui ont vécu la maladie et qui en sont guéris, ces individus-là, quand ils seront devant vous, Binta, que vous les connaissez, c'est ça le dispositif communautaire. Ce n'est pas des individus qu'on prend lambda, c'est des individus qu'on prend. Quand on vient à RFM, on prend Ablaye Cissé. Oui. Quand vous le voyez, Ablaye Cissé vous expliquez comment la maladie l'a touché, comment il l'a vécu, vous ne pouvez plus douter de la maladie. Oui. Or, aujourd'hui, quand je l'ai dit dans certains plateaux, je pense que les gens commencent à le faire, mais on le fait mal. Pourquoi? Parce qu'on prend n'importe qui. Moi, j'ai besoin qu'on s'appuie sur le dispositif communautaire. C'est quoi? C'est-à-dire, je viens dans mon quartier à Guédiawaye. Aujourd'hui, tous les quartiers, toutes les localités sont touchées. Absolument. Je viens dans ma localité à Guédiawaye. Je vois des individus qui ont été touchés par la maladie que je connais, qui sont mes voisins, mes parents. Ces gens-là viennent me dire, Falilou, j'ai été touché par la maladie, comment c'est handicapant? J'allais beaucoup plus croire que si c'est une personne lambda qui me le dit. Or, on me dit, et pour terminer, on me dit, il y a en ce moment-là, il y aura stigmatisation. Oui. Mais non, il y a stigmatisation quand il s'agit d'un petit nombre. Vous savez, le lit de la stigmatisation, c'est la minorité. Mais aujourd'hui, si 1000 Sénégalais, 10 000 Sénégalais, 100 000 Sénégalais sortent pour dire que j'ai été touché par la maladie, mais on ne peut pas fuir et se cacher de 100 000 Sénégalais. Oui, il faudra maintenant faire de sorte que le Sénégalais voit le malade, entend le malade, discute avec le malade pour prendre conscience et prendre connaissance que de la maladie. Le virus existe. En tout cas, professeur Faye, on a comme l'impression que ce virus agit comme un génie au vu de son évolution. Et le comble est qu'on ne sait pas quand est-ce que l'épidémie va partir. Mais oui, personne ne connaît la durée de cette épidémie, c'est évident. Et justement, l'initiative est laissée au virus plus ou moins. Nous ne faisons que nous adapter, que nous réajuster. Alors que l'initiative, d'ailleurs, on a fini de prendre cette initiative depuis très longtemps. Je pense que c'est avant l'introduction du virus au niveau du Sénégal qu'on a pris l'initiative. Ensuite, on a couru derrière le virus par une démarche à la fois académique, première phase, deuxième phase, troisième phase. Mais aujourd'hui, on se réajuste. C'est-à-dire qu'on avait déployé des ailes, on les replie. Et justement, je pense que nous sommes dans cette situation n'est pas une bonne situation. Les 2 passés, j'ai vu que les gens disaient qu'il fallait mettre le focus sur les personnes vulnérables, fragiles. Mais je pense qu'il faut prendre des décisions beaucoup plus importantes. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est confiner les personnes âgées. Il faut confiner les personnes âgées. J'ai l'impression que le mot confinement, certains ont peur de ce mot-là, mais il faut confiner au minimum les personnes âgées et les personnes à risque.
Mais les personnes vulnérables sont déjà confinées, les personnes âgées sont déjà dans les maisons, mais sont contaminées par des personnes peut-être asymptomatiques. Oui, ça c'est possible. Oui. Mais si on les confine, il va y avoir moins de contacts. On peut les confiner où? Mais il faut trouver les moyens de les confiner. Je suis sûr que si on s'adresse aux maires, aux chefs de quartier, aux chefs de village, etc., mais on y arrivera. On fera en sorte que le contact qui favorise la transmission sera rompu. Et ça me semble quelque chose de quand même tout à fait fondamental, parce que ça permet de diminuer justement la saturation et les décès au niveau des services de réanimation. Je pense que le problème principal pour cette épidémie, c'est ça. C'est-à-dire comment faire pour diminuer les décès. Vous savez, dans un contexte d'imprévisibilité et d'évolution rapide de l'épidémie comme celle-là, il faut avoir, je pense, une ampleur de vue bien supérieure à celle du présent. C'est-à-dire développer des stratégies de gestion de risque qui permettent de faire une large place aux méthodes anticipatives. Ceci permet d'identifier de façon précoce les forces motrices et donc de reconfigurer les risques. Donc ce que nous devons faire, c'est reprendre l'initiative, confiner ces personnes. Moi, je faisais partie des premières personnes à parler de confinement. On m'a dit non, c'est pas possible parce que je suis au Sénégal. Moi, je pense que les Sénégalais n'ont pas consenti assez de sacrifices par rapport à cette épidémie-là. Épidémie, il faut que je dise. Mais les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Cette épidémie-là, ceux qui ont réussi à sortir le virus de leur pays, c'est ceux qui ont confiné. Sauf que les contextes ne sont pas les mêmes, les contextes socio-économiques. Attendez, le contexte, il y a 4 milliards qui ont été confinés. Les Indiens font 1,3 milliard d'habitants. Ils sont plus pauvres que nous, ils ont confiné. Pourquoi les Sénégalais seraient une population spéciale? Ou à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on nous dit non, ici, c'est pas possible. Non, mais c'est possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi on ne peut pas confiner des gens? On était en guerre, on ne leur demande pas d'aller prendre une balle au niveau du front. Ce qu'on leur demande, c'est de rester chez eux, c'est tout simplement cela. Mais je vous dis encore une fois que si nous ne prenons pas les mesures, certaines restrictions des libertés, c'est évident, et qui vont comporter aussi un certain nombre de contraintes, c'est évident, nous n'arriverons pas à bouter ce virus hors du pays. Et il va y avoir une pression qui va s'exercer sur les services de réanimation, le nombre de décès va augmenter. Ce que les gens font actuellement, mettre le focus sur ces personnes, c'est pas ce qu'il faut. Il faut une méthode radicale, une méthode qui comporte certainement des contraintes psychologiques, des contraintes économiques, mais je dis que ce que tout le monde a fait, les Sénégalais peuvent le faire. Il faut que l'épidémie Est-ce qu'il faut confiner, docteur Ba? Non, en réalité, moi, ce débat de confinement-là, je l'entends. Mais encore une fois, pour moi, ça va être, et c'est là en réalité qu'on va gagner le combat, ça va être une démarche individuelle et une démarche souveraine. Il faut qu'on amène le Sénégalais à s'approprier le combat, parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'amener par force le Sénégalais à faire ce qu'on attend de lui. Il faudra qu'on attende à ce que le terme de responsabilité qu'on a agité ces temps-ci, c'est mot bienvenu. Mais c'est un mot qu'on ne doit pas lâcher comme ça. Il faudra, quand on dit que le Sénégalais doit prendre ses responsabilités, rien ne se gagnera sans sa propre responsabilité. Mais il faudra non seulement l'amener à passer, mais il faut l'accompagner dans ces responsabilités-là. C'est-à-dire, quand je vous dis prenez votre responsabilité, je vous accompagne, je vous aide à prendre votre responsabilité. En quoi faisant, Binta? C'est-à-dire en interrogeant encore une fois, mais comment on peut amener des Sénégalais à s'inscrire dans une optique et y rester. Mais dans d'autres cas, nous avons par exemple, encore une fois, dans nos religions et dans nos cultures, des éléments qui font qu'aujourd'hui, le Sénégalais, quand il a besoin de se conformer à quelque chose, va s'y conformer. Absolument. Et ça, on l'a à travers quoi? On l'a à travers, par exemple, des concepts comme khas, djil dogo, djil pas-pas. C'est-à-dire, quand moi, Falilou, je prends la responsabilité de manière souveraine et libre de dire que man dootuñu ma gis may génn ci mbedd du ma takk masque dootuñu ma gis may saafonte nit ñi. Quand je prends cette responsabilité individuelle et souveraine, je gagne deux choses. Je vais m'y conformer et je vais m'y conformer dans la durée. Maintenant, comment l'amener à le faire? C'est ça en fait. Comment amener le Sénégalais à prendre cette responsabilité-là? Mais ça, il faut donner à des spécialistes la possibilité de l'y amener. Sur les plans psychologiques, c'est des influences. Binta, encore une fois, je dis, moi j'ai été confronté à des Sénégalais.
qu'il y avait des défiances sur certaines notions. Quand j'ai discuté avec eux, en agitant en fait sur les fibres de l'engagement, j'ai été surpris de voir que ces populations-là ont accepté le défi et l'ont inscrit dans la durée. C'est à cela que nous sommes. Mais tout ce qu'on peut dire, des problèmes économiques, des problèmes techniques, des problèmes... Parce que simplement, ça va passe. Moi, je peux faire des sacrifices quand je prends la conviction de le faire. Comment le faire maintenant? Mais on le fait à travers un protocole de communication qui est aujourd'hui possible de le faire. Mais il faudra quand même qu'on amène les gens qui ont la capacité de mettre ça, surtout qu'on a un dispositif communautaire. C'est ça en fait. Oui. On a un dispositif communautaire. Je donne simplement un exemple. Je viens dans votre quartier. Dans votre quartier, il y a des individus, des notables, des personnes qui sont des personnes de référence. Ces personnes-là, si on les forme et on leur donne le protocole, comment amener, regrouper des individus de mon quartier, de ma localité, les amener, parce que je suis imam, parce que je suis notable, parce que je suis quelqu'un de référence dans mon quartier, leur dire, c'est ça qu'il faudra faire, qu'on en discute et qu'on arrête les choses ensemble et en groupe. Moi, j'aurai de la peine demain à ce que la personne de référence me retrouve dans des attitudes qui n'étaient pas conformes. Et ça, mais loolu ñun parce que dañoo am nawle dañoo nawlanteeg moom dañ ko jox cër dañ ko jox gëdd. Donc il faudra qu'on ait... Et dans tous les quartiers, il y a des personnes comme ça. Dans mon quartier, il y a des personnes comme Pa Ida Wilane, comme Masek, à qui tout le monde voue du respect. À Imam Si, on les voue du respect. Oui. Ces individus-là, si on les forme dans un dispositif et une dynamique communautaire, et avec des moyens qu'il faut. Et des moyens qu'il faut. Et on leur dit, regroupez les populations de votre quartier, discutez avec eux et faites de sorte qu'ils prennent des engagements. Non seulement d'adopter les gestes barrières et de s'y conformer, man dina rus suba ma dañanteeg Pa Ida wala Masek wala kii ci koñ bi mu waxoon ba man ak moom mu waxoon ba tënk ma waroo ak li ma waxoon. Oui. te loolu. En tout cas, 100 kilos de riz ne suffisent pas à amener l'individu à cet engagement communautaire. Ce qui veut dire, professeur Faye, comme l'a si bien dit Dr Ba, il faut accompagner cet engagement et cette riposte communautaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, disons, j'étais directeur de la santé, directeur des grands organismes pendant très longtemps, et j'ai eu à gérer quand même 3 épidémies. Mais vous savez, le lavage de mains, ça fait 30 ans qu'on dit, qu'on demande aux Sénégalais de se laver les mains. À chaque fois, on recommence, et après l'épidémie, les gens oublient. Mais c'est ça cette question. Alors, que le lavage de mains, c'est un geste même citoyen de propreté, n'est-ce pas? Mais je suis tout à fait d'accord avec Ba pour dire que il y a aujourd'hui des personnes ressources qui sont fondamentales en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie. Je pense que les marabouts, les relais communautaires, suffisamment utilisés. Oui. Les marabouts, ils ont un rôle fondamental à jouer. Moi, j'ai la certitude que son khalifi sont décidés que les fèvres bi dafi guen dans 1 mois, 2 mois. Mais je pense que dans 1 mois, 2 mois, mu guen. Parce que ñom, tout ce qu'ils demandent, les gens le font. Absolument. Donc ils ont un rôle fondamental à jouer. Maintenant, pour changer, les Sénégalais, c'est un vaste champ, n'est-ce pas? Qu'il faut, voilà, peut-être que lui là, il fait de la communication, il pourra le dire. Mais ce que je voudrais souligner aussi par rapport à cette épidémie, si Binta tu le permets. Absolument, allez-y. C'est les 2 mondes parallèles qui existent aujourd'hui au niveau du Sénégal. Nous avons, et d'ailleurs la double peine des personnes âgées. Ces personnes âgées, ce sont les personnes qui portent les maladies chroniques et qui ne peuvent pas aujourd'hui se soigner tout simplement parce qu'il y a un monde parallèle dans lequel il n'y a que le Covid-19. Et donc eux, ils sont pénalisés quand ils ont une maladie, quand ils veulent se soigner normalement, quand ils n'ont rien du tout. Et c'est eux qui sont concernés par, malheureusement, la létalité liée à cette épidémie-là. Et nous avons, je pense, un contentieux qu'il faudra régler avec ces personnes âgées-là. Voilà. Ce qui me semble aussi important, c'est que la science, disons, la santé, de par les enjeux qu'elle cristallise et la neutralité qu'elle est supposée détenir, aurait dû être, je pense, le meilleur élément pour proposer une conception des rapports internationaux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec l'inaccessibilité prévisible du vaccin qui vient, il faudra, n'est-ce pas, qu'on se dise comment est-ce qu'il faudra faire, en tout cas, pour faire en sorte que
cette injustice qui est en train de venir ne puisse pas se produire. Ça, je pense que c'est des éléments sur lesquels aussi nous devons réfléchir et qui sont très importants. Oui. Professeur Faye a dit quelque chose de très intéressant, Dr Ba. C'est la sensibilisation ou la parole des chefs religieux. Au début, on les avait entendus, mais maintenant, ils se sont tus. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se prononcent plus sur ce combat, qui est loin d'être terminé d'ailleurs? Et de manière contradictoire, on nous parle de dispositifs de riposte communautaire. Mais est-ce que ce n'est pas compréhensible? C'est-à-dire on ne peut pas en réalité parler de riposte communautaire sans pour autant mettre au cœur du dispositif communautaire ces personnes-là, dont les chefs religieux. Absolument. Je dis bien, les chefs religieux ont une parole forte, une parole entendue. Oui. Mais tout comme les notables des quartiers, tout comme mais les jeunes influents dans le quartier. C'est ça, en fait, le dispositif communautaire. Vous savez, Binta, au Sénégal, on aime agiter des slogans. Et je regrette de le dire. Pendant un moment, on a commencé à nous parler de riposte communautaire. J'ai écrit dans un journal de la place comme une contribution en parlant, nous avons un surdispositif communautaire sans prédisposition communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des personnes volontaires, des personnes qu'il faut. Les chefs religieux, vous en avez parlé, c'est un trésor. Nous avons des notables, nous avons des jeunes, nous avons toutes ces populations-là, des acteurs communautaires qui sont motivés, qui sont déterminés et qui sont volontaires. Mais sauf que la seule difficulté dans le dispositif communautaire que nous avons, c'est qu'on ne l'a pas organisé. Vous savez, Binte, moi, ce qui m'a un peu fait mal dans cette riposte communautaire, c'est qu'on s'est réveillé un beau jour et tout le monde, dans son quartier, dans son coin, se lève pour dire « je vais lutter contre le coronavirus ». Oui. Mais sauf que moi, je suis une ASC. J'ai de la volonté, de la détermination. Moi, je suis un jeune dans le quartier. J'ai de la volonté, de la détermination. Mais j'ai ma force à mettre là-dessus. Mais je ne suis pas formé pour lutter contre le coronavirus. C'est-à-dire, on a un dispositif communautaire. Maintenant, ce dispositif communautaire-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire, les personnes qui sont censées dérouler la communication de changement de comportement, mais devraient les regrouper et leur donner la stratégie. Je dis quelque part, mais est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part au Sénégal qui décide de la riposte communautaire? Je trouve qu'il n'y en a pas. C'est que chacun se lève, les Badianougor se lèvent ici, les centres communautaires se lèvent ici, les AST se lèvent ici. Tout cela, c'est de la bonne volonté et du trésor, mais qu'on a mal utilisé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense que des personnes ressources devraient réfléchir et dire aux jeunes de l'ASC, vous êtes une force vive, vous voulez aller sur le terrain, mais si vous allez sur le terrain, voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que c'est comme ça la dynamique qu'il faut suivre pour arriver à bout. Mais si on laisse chacun se lever et puis parler et dire, finalement, on est dans une sorte de cacophonie, tout le monde dit tout et tout le monde dit n'importe quoi. Et finalement, ce qu'on voulait faire, on a de l'énergie, mais qui n'a pas été accompagnée par une synergie. C'est-à-dire, on a une force qui n'a pas été utilisé, maîtrisé, pensé pour avoir les résultats escomptés. Et ça, je le regrette. Je reviens à ce que j'avais dit, c'est qu'au départ, on n'a pas une pensée claire de ce que l'on veut faire. On a raté le départ. On a raté le départ. On a raté trois choses. Oui. On a raté la communication de prise de conscience, c'est-à-dire amener l'individu à croire en l'existence de la maladie. On a raté la communication de changement de comportement, qui est la communication pour amener l'individu à poser les actes, et on a raté la meilleure manière d'organiser le dispositif communautaire. On est aujourd'hui dans une désorganisation communautaire. Il faudra que tout cela soit rétabli. C'est une force qu'on a mal utilisée. Encore une fois. En tout cas, professeur Faye, Macky Sall, qui a agi, on l'a dit, peut-être que c'est pas ça, vous allez me dire le contraire, sous la pression populaire en acceptant un retour à la vie normale. Et pourtant, lui, il poursuit son confinement. Et c'est ce que d'ailleurs, vous préconisez en tant qu'un médecin qui a quand même connu 3 épidémies. Écoutez, moi, dans cette question-là, notamment par rapport au chef de l'État, je pense qu'il a toujours raison. Parce qu'il a un tableau, encore une fois, de bord que nous n'avons pas. Lui, il a la possibilité de croiser des logiques à la fois sociales, économiques, culturelles, que nous n'avons pas. Nous ne pouvons parler que sur le plan de la rationalité médicale. Mais ceci dit,
En fait, ce que je veux dire, c'est que oui. le débat qui se pose est que pourquoi avoir choisi le moment où l'épidémie est devenue quasi endémique pour lever l'essentiel des restrictions? Ça, je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais ce qui est clair, c'est que... Vous avez quand même connu des épidémies? Non, ces mesures qui ont été prises vont favoriser la transmission, c'est évident. Absolument. Ah oui, elles vont favoriser et la transmission. Et ça se voit d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on a fait le contraire de ce qu'on devait faire. Voilà. Donc ceci d'ailleurs a entraîné une certaine incohérence stratégique qui a mené, comme on le voit aussi, l'augmentation des cas aujourd'hui au niveau du Sénégal. Et nous avons une épidémie qui avance avec voilà, un nombre de cas assez important. Et si on ne fait pas attention, on va vers une impasse stratégique. Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de stratégie capable d'endiguer cette épidémie. Sinon, les mesures barrières. Et nous avons vu là-bas que la volonté est en train de s'émousser. Les masques sont devenus des attrape-virus, n'est-ce pas, qu'on réintroduit au niveau des maisons. Voilà. Et donc, nous avons des problèmes par rapport aujourd'hui à la gestion de l'épidémie. Voilà. Et malheureusement, on n'évalue pas, disons, l'efficacité des mesures qui ont été prises. Il n'y a aucune étude qui nous permet de dire est-ce que les mesures barrières sont appliquées correctement? Est-ce que les masques sont portés correctement? Donc, il n'y a rien. À chaque fois, on nous présente du descriptif, mais une analyse fine qui permet de faire une évaluation de toutes les mesures qu'on a prises n'est pas faite. Et ce que nous avons aujourd'hui, tout simplement, c'est des indicateurs qui nous permettent de dire que l'épidémie avance, que nous reculons, que nous réagissons par rapport à cela, que nous allons vers une impasse stratégique et qu'il va y avoir une saturation au niveau des services de réanimation. Et que donc il faut qu'on prenne des mesures tout à fait énergiques si on veut éviter plus tard une catastrophe, notamment au niveau des décès. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le nombre de décès qu'on a enregistrés, le nombre de cas graves qui sont en réanimation, le nombre de cas positifs. On a battu un record aujourd'hui. Alors il faut s'inquiéter, voilà, c'est le moment. Mais il faut prendre des mesures, encore une fois, et des mesures radicales. C'est le confinement et le confinement des personnes âgées. Le confinement des personnes âgées. Mais on a comme l'impression justement sur ces personnes âgées qui... Enfin, je dis personnes âgées et personnes âgées. Oui, ce sont les personnes vulnérables. Oui, mais on avait l'habitude de nous dire que voilà, c'est monsieur tel qui a tiré sa révérence, il avait 95 ans, il avait 85 ans, mais depuis un certain temps, c'est l'omerta totale sur l'identité même de ces personnes qui meurent. Quelle explication communicationnelle? Est-ce que c'est la bonne communication ou faut-il en parler pour pouvoir quand même davantage prendre conscience qu'il faut s'occuper de ces personnes vulnérables? Mais vous savez, Binta, en tout cas, de toute façon, tout ce qu'on doit faire sur la communication, c'est parce qu'on doit avoir un objectif qui est clair et qui est établi. Or, quand on voit parfois, en réalité, cette... tergiversation au niveau des types de communication qu'on utilise, ça peut nous amener peut-être qu'en fait, on a un objectif au départ, on change d'objectif. Parce que, qu'est-ce qui était au départ? Au départ, c'était en réalité, il fallait dire la vérité. Et dire toute la vérité. Et on était dans cette dynamique-là. Cette forme de communication-là a ses effets. Parce que, quand on parle en fait de prise de conscience, c'est-à-dire croire à la maladie, nous appelons ça ce qu'on appelle en fait les croyances expertes. Les croyances expertes aident. C'est-à-dire les croyances expertes, c'est montrer en fait des taux, des croissances, en fait montrer effectivement que la maladie elle est là, elle gagne en proportion. Donc si on est dans cette dynamique-là et on veut que les gens acceptent, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Mais si on va jusqu'à un moment de la démarche, d'autant plus que la communication, pour caler, il faudra un peu de temps, et qu'à un moment donné, on se rebiffe, on part dans notre sens, ça peut poser problème. En tout cas, ce qu'il faut dire, Binta, peut-être que ce serait mon dernier mot, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le combat est un combat de la sensibilisation et de la communication. Un combat communautaire. Nous sommes tous d'accord que malgré beaucoup d'efforts ont été consentis dans la communication en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, mais on se rend compte, c'est-à-dire ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le montrent, c'est la situation qui le montre, que ça n'avance pas comme on le voudrait. Donc, il y a fondamentalement un couac quelque part. Et le couac, c'est que quoi? C'est que dans les analyses, moi, que je suis en train de faire modestement, c'est que je me rends compte qu'on a mis le focus
sur faire comprendre la maladie, ce qu'on appelle la communication de persuasion. Oui. Et on amène les populations pour leur dire, voilà les gestes barrières, voilà les signes de la maladie. On en a tellement parlé et qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer les choses. Non, c'est-à-dire, il faut garder ça, mais il faut l'améliorer. C'est-à-dire pour régler deux problèmes. Oui. Une communication qui amènera l'individu à prendre conscience de la maladie et croire en la maladie, et une communication, une communication qui l'amènera à poser des actes, à faire un comportement. Et sur ces deux plans-là, on n'a pas encore obtenu la pratique qu'il faut, la communication qui est adaptée. Merci. Merci à nos invités, professeur Omar Faye, ancien directeur de la santé, docteur Falilouba, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Aix-Marseille.